plus précise et qui va donc dans le détail de façon beaucoup plus importante. À vous, Dr. Voilà. Bouquet. Merci, Dr. Reiss. Donc, mes chers amis, on va passer à une autre exploration de la cornée. C'est la microscopie confocale de la cornée. Et là, en fait, dans la pathologie, dans la prise en charge des pathologies cornéennes, les signes cliniques sont peu spécifiques. La lampe à fente est vraiment limitée et les examens complémentaires sont vraiment peu spécifiques ou invasifs. Dans cette vision des choses, la microscopie confocale va nous permettre d'examiner les couches et les cellules de la cornée à une échelle quasi histologique, sans prélèvement ni douleur pour le patient. Et avec l'amélioration progressive des machines, elles sont devenues plus légères, avec une meilleure résolution, ultra rapide, avec un meilleur coût, et elles permettent désormais l'examen de la surface oculaire. Et en fait, la forte ressemblance des images obtenues par cette microscopie confocale, cette forte ressemblance avec l'histologie a permis d'identifier les structures cornéennes. Pour vous expliquer le principe de fonctionnement de cette microscopie confocale, je dois vous parler de la microscopie optique conventionnelle, la lampe à fente, la microscopie électronique, pour pouvoir exposer le principe de fonctionnement de la microscopie confocale. En fait, dans notre lampe à fente, on va observer une image réfléchie à travers un objectif contenant des lentilles après illumination d'un objet par un faisceau lumineux focalisé. On a notre fente qui va illuminer la cornée et nous, on va regarder cette réflexion à travers un objectif. Bien entendu, la lumière réfléchie sur les structures adjacentes au point d'observation va réduire la résolution et le contraste. Elle va faire ce qu'on appelle le bruit. Et donc, sur lampe à fente, on a une résolution maximale de 20 micromètres. Pour la microscopie électronique, c'est une étude au niveau intracellulaire. Les tissus sont fixés, ça se fait en ex vivo, après un prélèvement, et il s'agit d'images statiques en 2 dimensions. Et on a une très grande résolution de l'ordre de 0,0025 nanomètres. La microscopie confocale, en fait, elle a été décrite en 1955 par Marvin Minsky, qui est le père de l'intelligence artificielle. En fait, le prototype de Minsky n'a pas été suivi de commercialisation et il faudra attendre la fin des années 60 pour voir les premiers microscopes confocaux modernes. Bien entendu, ces premiers microscopes étaient réservés au domaine de la recherche. Et en fait, le principe technique, on a un système d'observation, ça veut dire l'objectif, et un système d'illumination, un condensateur de lumière qui seront focalisés au même point. C'est d'où le nom de microscopie confocale. Un diaphragme confocal situé devant le détecteur ne va laisser passer que le flux lumineux émis au niveau du plan focal et donc éliminer ainsi toute la lumière parasite. Donc, la lumière réfléchie par les éléments situés en dehors du point focal va être exclue de l'image finale et donc on aura une meilleure
résolution axiale et latérale des images et une amélioration du contraste. Donc, via un système de miroir rotatif, on va défocaliser toute la lumière qui provient d'une couche hors focus et ne laisser passer qu'un seul point. Donc, on a une résolution de l'ordre du micron. Donc, on va réduire le champ d'observation à un point focal. Et pour avoir une image nette et grande, il est nécessaire d'observer très rapidement le point adjacent afin de reconstruire l'image pour permettre l'observation de la structure examinée dans son ensemble. Plusieurs types de microscopes confocaux ont été développés. Les trois plus grands types, c'est les microscopes tandem scanning, les slit scanning et les laser scanning. Alors, les microscopes tandem scanning utilisent une technique de disque rotatif qui comporte de très nombreux trous disposés en spirale qui va permettre par sa rotation de générer rapidement des points lumineux focaux adjacents les uns aux autres et ainsi de scanner de manière précise l'ensemble du tissu observé. Le deuxième type, c'est les microscopes slit scanning, slit pour fente. Ils vont utiliser un système avec projection d'une fente lumineuse très fine au lieu d'un point afin de scanner l'ensemble de la structure observée. C'est la méthode utilisée par le confoscan de Nidek. Et enfin, il y a le microscope laser scanning qui utilise une source laser de forte intensité. Le faisceau laser est balayé à travers un ensemble de miroirs permettant un balayage rapide et ainsi une meilleure résolution de l'image. C'est la technique utilisée dans le Heidelberg Retina Tomograph. Ainsi, il y a la machine qui va explorer la cornée point par point, plan par plan, et qui va nous permettre de reconstituer l'image de la cornée dans chaque plan. Il y a deux machines qui existent. La Heidelberg Retina Tomograph par son module cornéen et la confoscan de Nidek qui comporte aussi bien un microscope confocal qu'une pachymétrie optique et en plus un microscope spéculaire endothélial. Voici la Heidelberg Retina Tomograph, la confoscan de Nidek dans sa 4e génération qu'on a dans le service. Voilà notre machine. En fait, il y a une lentille frontale qui va avancer et reculer, permettant le balayage de toute la cornée. On a un grossissement variable et on a une distance lentille-cornée de presque 2 mm. Et en fait, on va interposer du gel entre la lentille et la cornée pour ne pas donner de déformation de la cornée. L'épaisseur de la coupe est de 5 micromètres et la taille du champ, c'est de 460 microns x 345 microns. Et enfin, on va avoir une résolution de l'image de 1 micron. Et on a un module complémentaire qui va nous permettre un examen de l'endothélium. Voilà. On aura une acquisition de 25 images par seconde avec un programme d'auto-alignement qui va nous permettre une acquisition rapide automatisée des images. Et voilà, il y a une application qui va nous permettre d'analyser les images et les enregistrer. Voilà. Passons aux choses intéressantes. L'exploration de la cornée in vivo. Voici quelques images de cornée normale. Voici un film lacrymal normal. Vous allez voir en microscopie
confocale, une couche granulaire faite de plusieurs petites bulles hyper-réflectives. La couche superficielle de l'épithélium cornéen, on va voir des cellules polygonales avec un noyau hyper-réflectif. La couche intermédiaire de l'épithélium, c'est des cellules polygonales avec des espaces intercellulaires hyperréflectifs. Pour la couche basale de l'épithélium, on a des cellules polygonales beaucoup plus petites. La membrane de Bowman est vue comme une hyperréflectivité diffuse. Dans le stroma, on va voir les nerfs cornéens comme de fines structures linéaires hyperréflectives avec de nombreuses bifurcations et branchements. Le stroma est composé de nerfs et surtout des noyaux de kératocytes qui sont les seules structures visibles. Voici des kératocytes normaux et puis n'oubliez pas qu'en cas d'inflammation, ces kératocytes vont être activés et voici l'aspect en microscopie confocale. L'endothélium cornéen, c'est l'aspect typique que vous voyez aussi en microscopie spéculaire. C'est une monocouche de cellules hexagonales réflectives avec des limites hyporéflectives, sans noyau visible, disposées en nid d'abeille. Le limbe, on peut le voir. On peut voir la jonction normale entre épithélium cornéen et épithélium conjonctival. Le limbe, on peut voir l'épithélium riche en cellules dendritiques. Et puis, on peut analyser la conjonctive comme des cellules avec présence de mucocytes. On peut voir les vaisseaux conjonctivaux. Voilà. Maintenant, on va passer à quelques pathologies. Pour le film lacrymal, on peut voir la sécheresse. Ça, c'est un film lacrymal normal. Puis, on peut avoir une sécheresse oculaire modérée et un aspect typique de sécheresse oculaire sévère qui peut évoluer éventuellement vers la kératite filamenteuse. C'est en fait comme l'aspect clinique qu'on voit sur la cornée en lampe à fente. Et puis, en cas d'inflammation intraoculaire, regardez cette ressemblance entre les images qu'on obtient en microscopie confocale et les images qu'on obtient en biopsie cornéenne avec immunomarquage des cellules dendritiques immunocompétentes cornéennes. En fait, on peut voir une inflammation en fonction du nombre de ces cellules dendritiques, une inflammation modérée de la surface oculaire ou une infiltration majeure par ces cellules dendritiques. En cas d'ulcère actif cornéen, on va avoir une désorganisation épithéliale et en cas d'ulcère cicatrisé, on aura un épithélium hyperréflectif et des kératocytes activés dans le stroma cornéen. En cas d'abcès de cornée, on peut voir des images de nécrose de cornée avec une infiltration de polynucléaires, avec des kératocytes activés et infiltration de cellules immunocompétentes. Une pathologie très importante en matière de microscopie confocale, c'est la kératite amibienne. Au stade épithélial, on peut avoir des images rondes, hyperréflectives au niveau de l'épithélium de la cornée. On peut avoir des kystes amibiens. On peut avoir la fameuse kératonévrite radiaire, qui est un ensemble de cellules qui vont être juxtaposées au nerf cornéen. Et on peut avoir une inflammation majeure avec. Et puis, dans le stroma, on peut avoir des cellules dendritiques au niveau de l'épithélium de la cornée et des images, des particules rondes ou ovales au niveau de l'épithélium stromal, de l'épithélium ou du stroma. Et en fait, Borderie en 2018, il a
publié un article avec les aspects évocateurs de la kératite amibienne. Les premiers aspects, c'est les points lumineux, c'est des images rondes ou ovalaires hyper réflectives, sans double contour. Les images cibles, c'est des images hyper réflectives avec un halo hyporéflectif. Les images en grappe et les objets trophozoïdes-like, c'est des images à contours irréguliers évocateurs de pseudopodes. C'est les aspects évocateurs de kératite amibienne. On peut avoir aussi des images de cellules inflammatoires au niveau d'une kératite herpétique déciforme, un remaniement épithélial, des cellules binucléées au niveau de l'épithélium, des irrégularités. On peut voir directement la kératopathie microcristalline. On peut voir les cristaux blancs enchâssés dans le stroma cornéen. En matière de kératocone, en fait, dans le stroma antérieur, il y a une diminution du nombre de kératocytes et de la densité en fibres nerveuses. Et dans le stroma postérieur, il y a une diminution du nombre de kératocytes. On peut voir de très belles images de dystrophie cornéenne, notamment une dystrophie de Cogan avec des lésions d'empreinte digitale. Aussi, dans les dystrophies grillagées, c'est très impressionnant à voir. Et on peut voir des plages hyper réflectives de kératopathie en côtelette de dépôt de calcium. En cas de rosacée oculaire, on peut voir des cellules conjonctivales claires au sein de l'épithélium cornéen métaplasique. On peut voir de très belles images de néofaisceaux cornéens. Les images de cornéa gutata sont très impressionnantes avec des lésions hyporéflectives rondes, avec une hyper-réflectivité centrale de l'endothélium. On peut voir directement en cas de maladie de surcharge, notamment dans le dépôt d'amiodarone au niveau de l'épithélium basal. On peut voir de très belles images aussi de dispersion pigmentaire. Les nodules de Trontas en cas de kératoconjonctivite vernale sont visualisés comme des microkystes et des cellules inflammatoires hyper réflectives. Et n'oubliez pas que la microscopie confocale a un rôle très important dans les tumeurs de surface oculaire, notamment en visualisant des atypies cytonucléaires. On peut avoir des atypies, des irrégularités cellulaires en cas d'épithélium in situ. Alors, pour les lentilles de contact, n'oubliez pas que les lentilles vont occasionner des modifications cellulaires au niveau de la cornée. Au niveau de l'épithélium cornéen, on aura une surface des cellules augmentée, et cet effet est lié à la transmissibilité de la lentille. Au niveau du stroma, on aura une diminution de la densité des kératocytes qui peut être secondaire soit à l'hypoxie, soit à la libération de cytokines, soit à l'effet mécanique de la lentille, et on peut aussi avoir des microdépôts de nos stroma. Pour l'endothélium cornéen, on peut avoir un pléomorphisme augmenté et un polymégatisme aussi augmenté sans changement du nombre de cellules endothéliales. Au niveau du limbe, les cellules épithéliales basales sont plus grandes. On peut avoir des leucocytes adhérents et roulants dans les vaisseaux, et ce qui dénote d'un processus inflammatoire très probablement d'origine mécanique. On peut avoir de très belles images après chirurgie réfractive, notamment en cas de haze cornéen, avec activation des kératocytes, un épithélium hyperréflectif. On peut avoir une fibrose de l'interface apostlasique en microscopie confocale, et on peut voir directement une invasion épithéliale au niveau du stroma. Pour les anneaux intracornéens, on peut visualiser les cristaux autour d'anneaux intracornéens. Voilà, c'était un diaporama des images qu'on peut avoir en microscopie confocale. C'est un examen in vivo qui va assurer le confort du patient.
L'alignement et le scanner sont entièrement automatisés. C'est des images proches de l'histologie. Et la machine du Coran dans le service d'ophtalmo de l'hôpital Charles-Nicolle, c'est une unité qui nous permet d'avoir une microscopie confocale, une spéculaire et une pachymétrie, mais reste le frein d'un coût élevé, d'une réalisation parfois difficile. Je vous recommande de lire l'atlas de la microscopie confocale écrite par M. Bedouin. Et aussi, on a Confocal Microscopy of the Cornea. Je vous rappelle qu'on a une unité de microscopie confocale dans le service et n'hésitez pas à envoyer vos patients pour qu'on puisse leur faire les images qui pourraient montrer un objet, par exemple, trophozoïte-like, et poser le diagnostic de kératite amibienne. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions, mes chers amis? Sinon, s'il n'y a pas de questions, Dr. Rice, est-ce que vous êtes prêt?